Chapitre 11. Contact. Les forgisés apparaissaient incapables d'émotion. Ils n'étaient pas mauvais, ils ne tiraient nul plaisir de leur méchanceté ni de leurs méfaits, ayant perdu leur aptitude à éprouver le moindre sentiment envers leurs frères humains, quelque créature que ce fût. Ils avaient perdu leur qualité de membres de la société. L'homme égoïste, dur ou insensible, conserve assez d'humanité pour savoir qu'il ne peut toujours exprimer son manque d'affection pour les autres et, par là, pour demeurer le bienvenu dans la communauté d'une famille ou d'un village. Les forgisés, eux, ne savaient même plus dissimuler ce qu'ils ressentaient pour leurs semblables. Leurs émotions n'avaient pas seulement cessé d'opérer, elles avaient disparu si complètement qu'ils s'en trouvaient incapables de prévoir le comportement des autres humains en se fondant sur leurs réactions émotives. On pourrait situer l'artiseur à l'autre extrémité du même spectre. Un individu, doué de l'art, peut tendre son esprit et savoir à distance ce que les autres pensent et éprouvent. Et il peut, s'il est très talentueux, leur imposer ses pensées et des émotions. Par sa sensibilité accrue, il a surabondance de ce qui manque totalement aux forgisés. Le roi Servant avait déclaré un jour que les forgisés semblaient cuirassés contre ses capacités d'artiseurs. Il était impuissant à percevoir ce qu'ils éprouvaient et ce qu'ils pensaient. Cela ne signifie pourtant pas qu'ils étaient insensibles à l'art. Se pourrait-il que ce fût l'art de vérité qui les eût attirés vers Castelcer? Le fait d'envoyer son esprit partout à la recherche des pirates rouges n'éveillait-il pas en eux une faim, un souvenir peut-être, de ce qu'ils avaient perdu? L'attraction devait être intense, qui les menait par la glace et par les crues à toujours se rapprocher de Castelcer. Or, lorsque Vérité quitta le château pour sa quête, le mouvement des forgisés vers Castelcer parut diminuer. Imbre tombe étoile. Arrivés devant la porte du roi subtil, nous frappâmes. Ce fut le fou qui nous ouvrit. J'avais noté que Murfès se trouvait dans la grande salle et qu'il y était demeuré après le départ du roi. Laisse-moi entrer, chuchotai-je, tandis que le fou me regardait d'un œil noir. Non, fit-il d'un ton tranchant, et il voulut refermer le battant. Je le repoussai de l'épaule, aidé par Buriche. Ce fut la première et la dernière fois que je devais user de force avec le fou. Je n'éprouvais aucun plaisir à lui démontrer que j'étais plus fort que lui. Voir le regard qu'il m'adressa dans les yeux d'un ami est un spectacle trop insupportable. Le roi était assis devant son âtre et marmonnait des propos incohérents. La reine servante lui tenait compagnie, l'air affligé, et Romarin sommeillait à ses pieds. Kétriken se leva et nous regarda avec surprise. Fit-ce chevalerie murmura-t-elle. Je m'approchai vivement d'elle. J'ai beaucoup à expliquer et peu de temps pour le faire, car je dois agir dès maintenant. Je me tus un instant pour réfléchir à la meilleure manière de lui présenter mon propos. Vous rappelez-vous le jour où vous vous êtes engagé à épouser Vérité? Naturellement. Elle me dévisagea comme si j'étais fou. Il s'est servi d'Auguste, un des membres du clan, pour entrer dans votre esprit et vous montrer son cœur. Vous en souvenez-vous? Elle rosit. Bien entendu, mais je ne pensais pas que d'autres personnes fussent au courant de ce qui s'était passé. Il y en a peu. Je me retournai. Buriche et le fou suivaient la conversation, les yeux écarquillés. Vérité vous a artisé par le biais d'Auguste. Il est puissant, vous le savez. Vous savez qu'il protège nos côtes grâce à son art. C'est une magie ancestrale, un talent de la lignée des loin-voyants. Vérité en a hérité de son père, et j'en ai hérité du mien, dans une certaine mesure. Mais pourquoi me dites-vous cela? Parce que je ne crois pas que Vérité soit mort. Le roi subtil possédait un art puissant autrefois, mais ce n'est plus le cas. Sa maladie l'en a dépouillé comme de bien d'autres choses. Cependant, si nous parvenons à le persuader d'essayer, si nous arrivons à lui faire faire cet effort, je puis mettre mon énergie à sa disposition et peut-être pourrons-nous contacter Vérité. Cela le tuera. Le fou s'était interposé sans hésiter. J'ai entendu parler de ce que l'art prend à son utilisateur. Mon roi n'en a plus autant à donner. Je ne pense pas que cela lui fasse de mal. Si nous touchons Vérité, le roi servant interrompra le contact avant que cela nuise à son père. À de nombreuses reprises, il s'est retenu de puiser dans mes forces pour éviter de m'affaiblir.
Même un fou peut voir qu'il y a une faille dans ta logique. Il tira sur les manches de sa belle chemise toute neuve. Si tu contactes vérité, comment saurons-nous que c'est vrai et non de la comédie? Outré, je m'apprêtais à protester, mais le fou leva la main pour me faire taire. Naturellement, mon cher Fitz, nous te croirions tous, puisque tu es notre ami, et que tu ne cherches qu'à servir nos intérêts. Mais certains autres risquent de mettre ta parole, ou ton altruisme en doute. Le sarcasme me brûla comme l'acide, mais je réussis à tenir ma langue. Et si tu n'atteins pas vérité, qu'aurons-nous obtenu? Un roi épuisé, que l'on raillera davantage de son impuissance, et une reine en deuil, qui devra se demander, en plus de toutes ses autres peines, s'il n'est pas en train de pleurer un homme qui n'est pas encore mort. C'est la pire des douleurs. Non, même la réussite ne nous apporterait rien. Car la confiance que nous avons en toi serait insuffisante pour arrêter les engrenages qui tournent déjà, et nous aurions trop à perdre si tu échouais. Beaucoup trop. Tous les yeux étaient sur moi. Même le regard sombre de Burich paraissait indécis, comme s'il essayait de jauger le bien fondé de ce qu'il m'avait pressé de faire. Ketriken, immobile comme une statue, s'efforçait de ne pas se raccrocher à l'espoir que j'ai fait naître en elle, et je regrettais de ne pas avoir attendu de consulter Imbre. Cependant, l'occasion ne se représenterait sans doute plus jamais d'avoir les mêmes personnes réunies dans cette chambre alors que Murfess était absent et Royal occupé ailleurs. Ce devait être maintenant, ou jamais. Je me tournai vers le seul qui ne me regardait pas. Le roi subtil contemplait distraitement le jeu de flammes dans la cheminée. C'est toujours le roi, murmurai-je. Posons-lui la question et laissons-le décider. Ce n'est pas juste. Il n'est pas lui-même. Et d'un bond, le fou vint se placer entre Subtil et moi. Il se dressa sur la pointe des pieds pour essayer de me regarder dans les yeux. Les drogues qu'on lui donne le rendent aussi docile qu'un cheval de trait. Ordonne-lui de se trancher la gorge. Il attendrait que tu lui tendes le couteau. Non. La voix chevaurotait, dépourvue de timbre et de sonorité. Non, mon fou. Je n'en suis pas à ce point-là. Chacun retint son souffle, mais le roi subtil n'ajouta rien. Pour finir, je m'approchai lentement de lui et m'accroupis à son côté en tentant de croiser son regard. Roi subtil, fis-je d'un ton suppliant. Ses yeux se tournèrent vers les miens, s'écartèrent brusquement, revinrent à contre-cœur. Enfin, il me regarda. Avez-vous entendu ce dont nous parlions? Mon roi, croyez-vous que Vérité soit mort? Ses lèvres s'entr'ouvrirent, sa langue était grisâtre. Il inspira longuement. Royal m'a dit que Vérité était mort. Il a reçu la nouvelle. D'où? Demandai-je avec douceur. Il secoua faiblement la tête. Un messager, je pense. Je m'adressai aux autres. C'est probable. Un messager a dû venir des montagnes, car Vérité doit s'y trouver maintenant. Il y était presque quand il a renvoyé Burich. Je n'imagine pas qu'un messager arrive ici des montagnes et ne reste pas pour annoncer la nouvelle à Ketriken elle-même. Elle aurait pu être relayée, objecta Burich de mauvais gré. Pour un seul homme avec un seul cheval, le voyage serait trop épuisant. Il faudrait au moins que le cavalier puisse changer de monture ou transmettre la nouvelle à un autre cavalier équipé d'un cheval rapide. C'est la dernière solution qui me paraît la plus plausible. Peut-être, mais combien de temps faudrait-il à ce genre de nouvelles pour nous parvenir depuis les montagnes? Je sais que Vérité était vivant le jour où Béarn est parti d'ici, parce que le roi subtil s'est servi de moi pour lui parler. C'était le soir où je me suis presque évanoui devant cette même cheminée. Car c'est ça ce qui s'était passé, fou. Je me tus un instant. Il me semble avoir senti sa présence pendant la bataille de Finbay. Manifestement, Burich comptait en silence les jours à rebours. Finalement, il haussa les épaules. Ça reste possible. Si Vérité a été tuée ce même jour et que la nouvelle soit partie, que les cavaliers et les montures aient été bons, ça se tiendra encore, tout juste. Moi, je n'y crois pas. Je m'adressais à tous en m'efforçant de leur faire partager mon espoir. Je suis sûr que Vérité n'est pas mort. Je me tournai à nouveau vers le roi subtil. Et vous? Croyez-vous que votre fils ait pu périr sans que vous en ressentiez rien?
chevalerie a disparu comme ça, comme un murmure qui s'éteint. Père, a-t-il dit. Il me semble. Père. Le silence s'infiltra dans la pièce. Assis sur mes talons, j'attendais la décision de mon roi. Lentement, sa main se leva, comme douée d'une vie propre. Elle franchit l'espace jusqu'à moi, se posa sur mon épaule. Un instant, ce fut tout. Rien que le poids de la main de mon roi sur mon épaule. Le roi subtil s'agita légèrement dans son fauteuil, puis il inspira par le nez. Je fermai les yeux et nous plongeâmes à nouveau dans le flot noir. Encore une fois, je me trouvais face au jeune homme désespéré pris au piège du corps mourant du roi subtil. Nous tourbillonnâmes ensemble dans le puissant courant du monde. Il n'y a plus personne ici, plus personne que nous. Le ton de subtil était empreint de solitude. Je n'arrivais plus à me retrouver, je n'avais plus de corps, plus de langue. Subtil m'entraînait sous la surface, dans les tourbillons et le rugissement. Je parvenais à penser encore moins à me rappeler les quelques leçons d'art que j'avais retenues de la brutale formation de Galène. C'était comme essayer de réciter un discours appris par cœur, tout en se faisant étrangler. J'abandonnais, je baissais complètement les bras. Alors, de quelque part, telle une plume dans la brise ou un moucheron dans un rayon de soleil, la voix de vérité me vint qui disait « Être ouvert, c'est simplement ne pas être fermé. » Le monde était un lieu sans espace, où tout était dans tout. Je ne prononçais pas son nom, ni n'évoquais son visage. Vérité était là comme il l'avait toujours été, et l'atteindre ne demandait aucun effort. « Vous êtes vivant !» Bien sûr. Mais toi, tu ne le resteras pas longtemps à t'éparpiller ainsi partout. Tu lâches tout ce qui est en toi d'un seul coup. Régule ta force. Sois précis. Il me raffermit, me rendit ma forme naturelle, puis il eut un hoquet d'horreur. Père! Vérité m'écarta rudement. Retourne-t'en, lâche-le, il n'est pas assez fort. Tu le siennes à blanc, espèce d'idiot, lâche-le! J'eus l'impression de me faire repousser, mais plus durement encore. Quand je recouvrai mes esprits et ouvris les yeux, j'étais écroulé sur le flanc devant le feu. Mon visage était désagréablement proche des flammes. Je roulais sur le dos en gémissant et je vis le roi. Ses lèvres allaient et venaient à chaque respiration, et sa peau avait pris une teinte bleuâtre. Impuissant, Buriche, Kétriken et le fou l'entouraient. Faites quelque chose, bredouillai-je. Quoi me demanda le fou d'une voix tendue, croyant que je le savais. Je fouillai ma mémoire et trouvai le seul remède dont je me souvinsse. De l'écorce elfique, croissai-je. Les angles de la chambre ne cessaient de virer au noir. Je fermais les yeux tandis qu'autour de moi, j'entendais des bruits de pas affolés. Peu à peu, je compris ce que j'avais fait. J'avais artisé. Et j'avais puisé pour cela dans les forces de mon roi. Tu causeras la mort des rois, m'avait dit le fou. Prophétie ou intuition subtile? Subtile. Les larmes me montèrent aux yeux. Je sentis l'odeur de l'écorce elfique, de l'écorce forte, pure, sans gingembre, ni menthe pour en camoufler le goût. J'entr'ouvris les paupières. C'est trop chaud, siffla le fou. Ça refroidit vite dans la cuillère, répondit Buriche en glissant l'ustensile entre les lèvres du roi. Subtil accepta le breuvage, mais je ne le vis pas déglutir. Avec le savoir-faire inconscient acquis durant ces années passées dans les écuries, Buriche lui fit doucement bouger la mâchoire inférieure, puis lui massa la gorge. Il versa une nouvelle cuillerée dans sa bouche molle. L'effet de la décoction n'était guère visible. Kétriken vint s'accroupir auprès de moi, me souleva la tête pour la poser sur son genou et porta une coupe brûlante à mes lèvres. J'aspirais le liquide. Il était trop chaud, mais cela m'était égal. J'aspirais aussi de l'air, bruyamment. J'avalais la gorgée en m'efforçant de ne pas m'étrangler sur son amertume, et les ténèbres reculèrent. La coupe revint, et j'en repris un peu. Le produit concentré m'insensibilisait presque complètement la langue. Je levai les yeux vers Kétriken, trouvai son regard, et hochai vaguement la tête. « Il est vivant ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Oui. » C'est tout ce que je parvins à dire. « Il est vivant !» cria-t-elle à Buriche et au fou, la voix vibrante de bonheur. « Mon père !» C'était royal. Il s'encadrait dans le chambranle de la porte, le visage rougi par la boisson et la colère. J'aperçus derrière lui sa garde et la petite Romarin. Les yeux écarquillés, elle réussit à se faufiler entre les hommes, se précipita vers Kétriken et s'agrippa à ses jupes. L'espace d'un instant, plus personne ne bougea.
Puis Royal entra toute voile dehors, posant des questions, exigeant des réponses, mais sans laisser à quiconque la possibilité de parler. Par bonheur, Ketriken me protégeait, toujours accroupi près de moi, sans quoi je suis prêt à jurer que les gardes se seraient emparés de moi. Au-dessus de moi, dans son fauteuil, le roi avait repris quelques couleurs. Burich porta une nouvelle cuillerée à ses lèvres, et je vis avec soulagement subtil aspirer le breuvage. Royal ne partageait pas mon sentiment. Que lui donnez-vous? Cessez immédiatement! Je ne veux pas que mon père se fasse empoisonner par un garçon d'écurie! Le roi a encore fait une attaque, mon prince, intervint soudain le fou. Sa voix trancha le vacarme qui régnait dans la chambre. Il créa un trou qui devint silence. L'écorce elfique est un fortifiant courant dont je suis sûr que même Murfess a entendu parler. Ivre, le prince ne savait pas si l'on se moquait de lui ou, au contraire, si l'on pliait devant lui. Il jeta un regard furieux au fou qui lui répondit avec un sourire affable. Ah dit Royal d'un ton sec. Il n'avait manifestement aucune envie de se radoucir. Et lui, alors? Que lui arrive-t-il? Il me désigna d'un geste furieux. Il est saoul. Ketriken se leva brusquement. Ma tête heurta le sol avec un bruit très convaincant et des éclats de lumière me brouillèrent la vue. Il n'y avait que dégoût dans la voix de la reine. Maître d'écurie, emmenez-le. Vous auriez dû intervenir avant qu'il se mette dans cet état. La prochaine fois, faites en sorte d'avoir du discernement pour deux. Notre maître d'écurie est lui-même réputé pour son amour de la dive bouteille, madame reine. Ils ont dû s'y abreuver ensemble, ironisa Royal. La mort de vérité lui a fait un choc, dit simplement Burich. Fidèle à lui-même, il donnait une explication sans s'excuser. Il m'agrippa par le devant de la chemise et me souleva brusquement sans chercher à jouer la comédie. Je titubais sur place jusqu'à ce qu'il me tienne fermement. Du coin de l'œil, j'aperçus le fou qui donnait en hâte une nouvelle cuillerée d'écorce elfique au roi, et je formai le vœu que nul ne l'interrompt. Au moment où Burich m'entraînait sans ménagement hors de la chambre, Ketriken reprocha à Royal de ne pas se trouver en bas avec ses invités, et l'assura qu'elle était parfaitement capable, avec l'aide du fou, de mettre le roi au lit. Puis, comme nous montions les escaliers, j'entendis descendre Royal et sa garde. De ces grommellements entrecoupés d'éclats furieux, il ressortait qu'il n'était pas stupide et qu'il savait reconnaître un complot. Ces propos m'inquiétèrent, mais je me tranquillisai, quasiment certain qu'il ignorait ce qui s'était passé. Arrivé devant ma porte, je me trouvais assez remis pour déclencher mes verrous. Burich entra derrière moi. Si j'avais un chien aussi souvent malade que toi, je le ferais abattre, me dit-il aimablement. Tu veux encore de l'écorce elfique? Ça ne me ferait pas de mal, mais moins concentré que tout à l'heure. Tu as du gingembre, de la menthe, de la baie de rosier? Il me regarda longuement, puis, tandis que je m'installais dans mon fauteuil, il tisonna les maigres braises de l'âtre jusqu'à ce qu'elles luisent. Alors, il ajouta du bois, versa de l'eau dans la bouilloire et la mit à chauffer. Il dénicha une théière, y jeta l'écorce en paillettes, puis prit une chope et la dépoussiéra d'un coup de chiffon. Il disposa le tout sur ma table, puis promena son regard autour de lui d'un air vaguement dégoûté. Pourquoi vis-tu comme ça? Me demanda-t-il. Comme quoi? Dans une pièce aussi nue, sans t'en occuper davantage? J'ai connu des tentes de quartier d'hiver plus accueillantes que ta chambre. On dirait que tu n'es installé que pour une nuit ou deux. J'ai haussé les épaules. Je n'y ai jamais beaucoup pensé. Il y eut un moment de silence. Tu devrais, dit-il comme à contre-cœur. Et tu devrais aussi te préoccuper de la fréquence à laquelle tu te fais blesser, ou à laquelle tu tombes malade. Ce qui m'est arrivé ce soir était inévitable. Tu savais le prix à payer, mais ça ne t'a pas empêché de foncer, observa-t-il. Bien obligé. Je le regardais verser l'eau fumante sur l'écorce. Ah oui? Pourtant j'ai trouvé très convaincant l'argument que le fou y opposait. Mais le roi subtil et toi, vous avez foncé tête baissée. Et alors? Alors, j'en connais un petit bout sur l'art, dit Burich à mi-voix. J'y ai assisté chevalerie. Pas souvent, c'est vrai. Et je ne me suis jamais retrouvé dans le même état que toi. À part une ou deux fois, mais j'ai senti l'exaltation que ça procure. Il chercha le terme et soupira. La perfection, l'union avec le monde. Chevalerie m'en a parlé un jour. Il m'a dit qu'on pouvait en être intoxiqué au point de chercher des prétextes pour artiser, et finalement d'y finir absorbé. Il se tut un instant. Ça rappelle un peu l'étourdissement de la bataille par certains côtés,
l'impression de bouger sans être gêné par le temps, d'être une force plus puissante que la vie elle-même. Comme je ne peux pas artiser tout seul, je ne crois pas que ça représente un risque pour moi. Tu offres souvent tes services à ceux qui en sont capables. Il ne mâchait pas ses mots. De même, tu te précipites volontairement dans des situations qui offrent le même genre d'excitation. Au combat, tu deviens complètement fou. C'est pareil quand tu artises. Je n'avais pas envisagé la question sous cet angle. Une sorte de peur s'infiltra en moi, mais je l'écartai. Mon devoir est d'être au service du roi. D'ailleurs, n'est-ce pas toi qui avais proposé la séance de ce soir? Si, mais j'étais prêt à laisser le fou m'en dissuader. Toi, tu t'es entêté sans t'inquiéter du prix à payer. Je devrais peut-être faire un peu plus attention à toi. Je sais ce que j'ai à faire. J'avais parlé plus sèchement que je ne le voulais, et Burich ne répondit pas. Il versa la tisane dans ma chope et me la tendit avec une expression qui disait Là, tu vois? Je pris la chope et plongeai le regard dans le feu pendant qu'il s'asseyait sur mon coffre à vêtements. Vérité vivant, murmurai-je. C'est ce que j'ai entendu la reine crier. Je n'ai jamais cru à sa mort. Il acceptait le fait avec grand calme, et c'est calmement qu'il ajouta. Mais nous n'en avons pas la preuve. La preuve? Mais je lui ai parlé. Le roi lui a parlé. Ça ne te suffit pas comme preuve? Pour moi, c'est plus qu'assez. Mais pour la plupart des gens, quand le roi sera remis, il appuiera mes dires. Vérité et vivant. Ça m'étonnerait que ça suffise à empêcher Royal de se proclamer roi servant. La cérémonie est prévue pour la semaine prochaine. Il aurait bien aimé qu'elle ait lieu ce soir, je pense. Mais tous les ducs doivent être présents. Fût-ce les corps elfiques qui luttaient contre l'épuisement ou simplement la marche implacable des événements. Je ne sais, mais ma chambre se mit soudain à danser autour de moi. J'eus la sensation de m'être placé devant un chariot pour l'arrêter et de m'être fait écraser. Le fou avait raison. Mon geste de ce soir était insignifiant, en dehors de la tranquillité d'esprit qu'il avait procurée à Ketriken. Le désespoir m'envahit brusquement et je posai ma chope vide. Les six duchés tombaient en morceaux. À son retour, mon roi servant, vérité, ne trouverait qu'une parodie du royaume qu'il avait quitté. Un pays divisé, une côte dévastée, un château désert et vidé de fond en comble. Si j'avais cru aux anciens, j'aurais peut-être pu me convaincre que tout finirait bien, mais seul mon échec se dressait devant mes yeux. Burich me regardait d'un drôle d'air. Couche-toi, fit-il. On prend trop des corps elfiques, on risque de voir la vie en noir, à ce qu'on m'a dit. J'acquiesçais de la tête. À part moi, je me demandais si cela n'expliquait pas l'humeur souvent froide de vérité. Repose-toi bien. Au matin, les choses auront peut-être meilleur air. Il éclata d'un rire qui évoquait un aboiement, puis avec un sourire carnassier. Ou peut-être pas, mais au moins, bien reposé, tu seras plus à même d'y faire face. Il se tut le temps de reprendre sérieux. Molly est venue chez moi tantôt. Elle va bien? Demandai-je d'un ton pressant. Elle apportait des bougies dont elle savait que je n'avais pas besoin, poursuivit Burich comme si je ne l'avais pas interrompu. À croire qu'il lui fallait un prétexte pour me parler. Qu'a-t-elle dit? Je quittai mon fauteuil. Pas grand-chose. Elle est toujours très correcte avec moi. Et moi, je suis toujours direct avec elle. Je lui ai simplement rapporté qu'elle te manquait. Et qu'a-t-elle répondu? Rien. Un grand sourire. Mais elle rougit très joliment. Il soupira, soudain grave. Et, avec ma franchise coutumière, je lui ai demandé si quelqu'un lui avait donné des motifs d'avoir peur. Elle a carré ses petites épaules et rentré le menton comme si j'essayais de lui faire avaler quelque chose de force. Puis elle m'a répondu qu'elle me remerciait encore une fois du souci que j'avais d'elle, mais qu'elle était capable de se défendre seule. Plus bas, il ajouta. Demandera-t-elle de l'aide si elle en a besoin? Je n'en sais rien, avouai-je. Elle ne manque pas de courage, elle se bat à sa façon, en faisant face à l'adversaire. Moi, je m'approche à la sournoise, et j'essaye de lui trancher les tendons pendant qu'il regarde ailleurs. Parfois, je me fais l'impression d'être un lâche. Ulrich se leva en s'étirant à s'en faire craquer les épaules. Tu n'es pas un lâche, Fitz. Je peux m'en porter garant. Tu te rends peut-être mieux compte qu'elle de la supériorité de l'adversaire, simplement. Il faudrait que tu te tranquillises à son sujet.
Je ne peux pas le faire à ta place. Je veillerai sur elle du mieux que je pourrai, et autant qu'elle me le permettra. Il me lança un regard oblique. Aujourd'hui, Pogne m'a demandé qui était la jolie dame qui me rendait si souvent visite. Et que lui as-tu répondu? Rien. Je l'ai regardé, c'est tout. Je connaissais ce fameux regard. Pogne ne poserait plus de questions. Ulrich sortit, et je m'étendis sur mon lit en m'efforçant de me reposer, mais en vain. Je me forçais à l'immobilité en songeant que mon corps, au moins, récupérerait un peu même si mon esprit persistait à courir en tous sens. Un homme de meilleure aloi n'aurait pensé qu'à la triste situation de son roi. Je dois reconnaître, à ma grande honte, que je pensais surtout à Molly, toute seule dans sa chambre. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, je quittai mon lit et sortis discrètement. Les bruits de la fête finissante montaient de la grande salle. Mais le couloir était désert, et je me dirigeais sans bruit vers l'escalier. Je me répétais que j'allais être de la plus extrême prudence, que j'allais me contenter de frapper à sa porte, entrer quelques instants peut-être pour m'assurer que tout allait bien. Une brève visite. Je te suis. La nouvelle circonspection dont Œil de Nuit faisait preuve à l'égard de Burich réduisait sa voix à un murmure dans ma tête. Je continuais de marcher sans m'arrêter, de façon à ne pas éveiller les soupçons de celui qui me filait. Je me grattais l'épaule afin de me fournir un prétexte pour tourner la tête et jeter un coup d'œil derrière moi. Mais je ne vis personne. Flair. J'obéis. J'obéis. Une courte inspiration suivie d'une plus longue. Vague odeur de sueur et d'ail. Je tendis délicatement mon esprit et mon sang se glaça. Là, tout au bout du couloir, caché dans le renfoncement d'une porte, Guillot. Guillot l'élancé, le sombre, aux paupières toujours mi-closes. Le membre du clan qui avait été rappelé de Béarn. Très prudemment, je palpai le bouclier d'art qui me le dissimulait. Il était formé de l'ordre subtil de ne pas le remarquer et d'un imperceptible parfum d'assurance qui devait m'inciter à agir comme bon me semblait. Très astucieux, et beaucoup plus travaillé que tout ce qu'avaient pu me montrer Sereine et Justin de leur talent. Il était beaucoup plus dangereux qu'eux. J'allai jusqu'au palier et pris des bougies dans la réserve qui se trouvait là. Puis je regagnai ma chambre comme s'il n'avait pas eu d'autre but à ma sortie. Quand je refermai la porte derrière moi, j'avais la bouche sèche et je laissais échapper un sourire haché. Je me maîtrisais afin d'examiner les protections de mon esprit. Il n'était pas entré en moi, j'en étais sûr. Par conséquent, il n'essayait pas de renifler mes pensées, seulement de m'imposer les siennes afin de me filer plus facilement. Sans œil de nuit, il m'aurait suivi tout droit jusqu'à la porte de Molly. Je me forçai à me rallonger pour tenter de me remémorer tous mes faits et gestes depuis le retour de Guillot à Castelcerre. J'avais vu en lui un adversaire négligeable, parce qu'il n'irradiait pas la haine comme Sereine et Justin. Adolescent, c'était un garçon discret qui ne l'imposait pas. Adulte, c'était un homme ordinaire qui n'attirait l'attention de personne. Je m'étais conduit comme un imbécile. Je ne crois pas qu'il t'ait déjà suivi, mais je ne peux pas en être sûr. Œil de nuit, mon frère, comment te remercier? Reste en vie. Un silence. Et apporte-moi du pain d'épices. C'est promis, répondis-je avec ferveur. Le feu qu'avait fait Burich était presque éteint, et je n'avais pas encore fermé l'œil quand je sentis le courant d'air venu de chez Imbre balayer ma chambre. C'est presque avec soulagement que je me levai pour le rejoindre. Il m'attendait avec impatience, en faisant les 100 pas dans sa petite pièce, et il bondit sur moi dès qu'il me vit en haut des marches. Un assassin est un instrument, me dit-il d'une voix sifflante. Je n'ai jamais réussi à te l'enfoncer dans le crâne. Nous sommes des instruments. Nous ne faisons rien de notre propre volonté. Je m'arrêtai pour, sidéré par sa colère. Je n'ai tué personne, protestai-je indigné. Chut, parle plus bas. Je n'en serais pas si sûr si j'étais toi, répliqua-t-il. Combien de fois ai-je effectué mon travail, non en plantant le poignard moi-même, mais en fournissant à quelqu'un d'autre un motif suffisant et l'occasion de le faire à ma place. Je ne répondis pas. Il me regarda puis soupira, et toute colère l'abandonna. À mi-voix, il reprit. Parfois, on doit se contenter de sauver ce qui peut l'être. Il faut parfois s'y résigner. Ce n'est pas à nous de mettre les engrenages en mouvement, mon garçon. Ce que tu as fait ce soir était inconsidéré. C'est ce que m'ont dit le fou et Burich, mais je ne pense pas que Ketriken serait du même avis. Ketriken et son enfant se seraient remis de son chagrin, et le roi subtil aussi. Songe à ce qu'ils étaient.
Une étrangère veuve d'un roi servant disparu, mère d'un enfant encore invisible et qui ne serait pas capable d'exercer le pouvoir avant bien des années. Quant à Subtil, Royal ne voyant en lui qu'un vieillard à demi gâteux, utile en tant que marionnette, mais relativement inoffensif. Royal n'avait aucune raison immédiate de les écarter. Certes, la position de Ketriken n'était pas aussi sûre qu'elle aurait pu l'être, mais elle n'était pas en opposition directe avec Royal. Aujourd'hui, si. Elle ne lui a pas révélé ce que nous avons découvert, dis-je à contre-cœur. Ce n'est pas nécessaire. Cela se verra à son attitude et à sa volonté de lui résister. Il l'avait réduite à l'état de veuve. Tu en as refait une reine servante. Mais c'est pour Subtil que je m'inquiète. C'est lui qui détient la clé, qui peut se dresser pour annoncer, même dans un murmure, vérité est toujours vivant. Royal n'a pas le droit d'être roi servant. C'est lui que Royal doit craindre. J'ai vu Subtil. Humble, je l'ai vraiment vu. Je ne crois pas qu'il trahira ce qu'il sait. À l'intérieur de ce corps défaillant, sous les drogues qui l'anesthésient et la douleur violente, il y a encore un homme subtil. Peut-être, mais il est profondément enfui. Les drogues, et plus encore la douleur, poussent l'homme intelligent aux actes les plus stupides. Blessé à mort, il bondira sur son cheval pour mener un dernier assaut. La souffrance peut faire prendre des risques à un homme ou le pousser à s'affirmer d'étranges façons. Ses propos n'étaient que trop sensés. Ne pouvez-vous lui recommander de ne pas avertir Royal qu'il sait vérité vivant? Je pourrais peut-être essayer si ce satané Murfess n'était pas constamment dans mes jambes. Au début, ce n'était pas aussi gênant. Il était malléable et utile, facile à manipuler à distance. Il n'a jamais suspecté que je fournissais les herbes au colporteur qui les lui apportait. Il n'a même jamais soupçonné mon existence. Mais à présent, il se cramponne au roi, et même le fou n'arrive plus à s'en débarrasser, bien longtemps. Il est bien rare que je dispose de plus de quelques minutes d'affilée, seul en compagnie de Subtil. Et j'ai de la chance si mon frère est lucide la moitié de ce temps. Quelque chose dans sa voix me fit baisser le nez, honteux. Je regrette, chuchotai-je. J'oublie parfois qu'il est plus que le roi pour vous. Bah, nous n'avons jamais été intimes comme deux frères, mais nous sommes vieux tous les deux, et nous avons vieilli ensemble. Cela mène parfois à une plus grande intimité. Nous avons traversé le temps ensemble, jusqu'à ton époque. Nous pouvons évoquer ensemble, à mi-voix, le souvenir d'un temps qui n'est plus. Toi, je peux te parler de ce temps, mais ce n'est pas la même chose. Nous sommes un peu comme deux étrangers bloqués dans un pays lointain, incapables de regagner celui d'où nous venons et qui n'ont chacun que l'autre pour confirmer la réalité du lieu où ils vivaient autrefois. Du moins, cela nous était naguère possible. J'imaginais deux enfants en train de courir à perdre haleine sur les plages de Castelcerre, de ramasser des lustrons sur les rochers et de les manger crus, comme Molly et moi. Il était possible d'avoir la nostalgie d'une époque et de se sentir seul, sans l'unique autre personne capable de se la rappeler. Je hochai la tête. Enfin bref. Cette nuit, nous parlons de rattraper des erreurs. Aussi, écoute-moi. Je dois avoir ta parole d'honneur que tu n'entreprendras rien qui puisse avoir des conséquences majeures sans en discuter d'abord avec moi. D'accord? Je baissai les yeux. J'ai envie de dire oui, mais ces derniers temps, mes actes, même les plus infimes, semblent entraîner des conséquences, comme un caillou qui déclenche un glissement de terrain. Et les événements s'accumulent au point que je dois prendre une décision de but en blanc, sans avoir le temps de consulter quiconque. Je ne peux donc rien promettre, sauf d'essayer. Est-ce assez? Il faudra bien. Tu joues le rôle d'un catalyseur, marmonna-t-il. Le fou m'appelle tout le temps comme ça, fis-je d'un ton plaintif. Imbre, qui s'apprêtait à poursuivre, s'interrompit brusquement. C'est vrai? Demanda-t-il d'une voix tendue. Il m'en rebat les oreilles dès qu'il en a l'occasion. Je m'approchai de l'âtre et m'assis devant le feu. La chaleur me fit du bien. D'après Burich, une trop forte dose d'écorce elfique peut rendre d'humeur morose. Tu as cette impression? Oui, mais cela tient peut-être aux circonstances. Pourtant, Vérité paraissait souvent déprimé. Il en prenait beaucoup. Mais là encore, cela tenait peut-être aux circonstances. Peut-être n'en saurons-nous jamais rien. Vous parlez bien librement cette nuit. Vous vous citez nommément les uns, vous imputez des raisons d'agir aux autres. Tout n'est que gaieté dans la grande salle.
Royal pense avoir remporté la partie. Ses sentinelles sont détendues, tous ses espions ont quartier libre pour la nuit. Il m'adressa un regard aigre. À mon avis, ça ne se reproduira pas de sitôt. Ainsi, pensez que toutes nos conversations peuvent être surprises. Là où je puis écouter et voir sans être vu, on peut m'écouter et me voir sans être vu. C'est possible, mais on n'atteint pas l'âge que j'ai en s'exposant inutilement. Un vieux souvenir me devint soudain incompréhensible. Un jour, vous m'avez dit que, dans le jardin de la reine, vous êtes aveugle. C'est exact. Donc vous ignorez. J'ignorais ce que Galen te faisait subir au moment où il te le faisait subir. Les commérages m'étaient connus, mais ils étaient pour la plus grande part indignes de foi et ils ne me parvenaient que longtemps après les faits. Mais la nuit où il t'a battu et t'a laissé à l'agonie. Non. Il me lança un regard étrange. Voyais-tu que j'aurais pu être au courant et rester les bras croisés? Vous aviez promis de ne pas intervenir dans ma formation, dis-je d'un ton guindé. Imbre s'assit dans son fauteuil et se laissa aller contre le dossier avec un soupir. Je crois bien que tu ne feras jamais totalement confiance à quiconque, et que rien ne te convaincra que quelqu'un éprouve de l'affection pour toi. Le silence m'envahit. Je ne connaissais pas la réponse à cette déclaration. D'abord Buriche, puis Imbre, tous deux me forçaient à porter sur moi-même un regard inconfortable. Enfin, fit Imbre, acceptant mon silence. Comme je le disais précédemment, il faut sauver ce qui peut l'être. Que voulez-vous que je fasse? Il expira longuement par le nez. Rien. Mais absolument rien. Le roi servant vérité est mort. Veille à ne pas l'oublier un seul instant. Vis cette conviction. Perçois-toi que Royal a le droit de prétendre à son titre, qu'il a le droit de faire tout ce qu'il fait. Tranquillise-le pour le moment. Ne lui donne rien à redouter. Il faut lui faire croire qu'il a gagné. Je réfléchis, puis je me dressai et tirai mon poignard. Que fais-tu demanda Imbre. Ce que Royal s'attendrait à me voir faire si je croyais vraiment à la mort de vérité. Je levai les mains vers la lanière de cuir qui nouait mes cheveux en une queue de cheval de guerrier. J'ai des ciseaux, observa Imbre d'un ton agacé. Il alla les chercher et vint se placer derrière moi. Quelle longueur? Je réfléchis à nouveau. Le plus court possible, sans que j'aie l'air de porter le deuil d'un roi couronné. Tu en es sûr? C'est ce à quoi Royal s'attendrait de ma part. Tu as sans doute raison. Et d'un seul coup de ciseau, Imbre me coupa les cheveux au niveau du nœud. L'effet me fit étrange de les sentir retomber vers l'avant, tout court, au-dessus de la mâchoire, comme si j'étais devenu page. Je me passai la main sur la tête en demandant: Et vous? Qu'allez-vous faire? Essayez de trouver un endroit sûr pour Ketriken et le roi. Je dois tout préparer pour leur fuite. Lorsqu'ils s'en iront, il faut qu'ils disparaissent comme des ombres devant la lumière. Êtes-vous certain que ce soit nécessaire? Quelle autre solution nous reste-t-il? Ce ne sont plus que des otages impuissants. Les ducs de l'intérieur s'en remettent à Royal. Ceux des côtes ont perdu foi en subtil. Toutefois, Ketriken s'est fait des alliés parmi eux, et je dois faire jouer les fils qu'elle a tissés pour voir ce que je puis arranger. Au moins, veillons à les placer là où leur sécurité ne peut pas être utilisée contre vérité, lorsqu'il reviendra reprendre sa couronne. S'il revient, fis-je d'un ton lugubre. Quand il reviendra? Les anciens l'accompagneront. Imbre me lança un regard amer. Essaye de croire en quelque chose, mon garçon. Fais-le pour moi. Sans aucun doute, la période que je passais sous la tutelle de Galen fut la pire de toute ma vie à Castelcerre. Mais la semaine qui suivit cette nuit avec Imbre la serre de près. Le château était une fourmilière qu'on vient de détruire à coups de pied. Où que j'aille, je voyais des signes que les fondations de mon existence avaient été fracassées. Plus rien ne serait comme avant. Il y avait forte affluence de gens venus des duchés, de l'intérieur, pour voir Royal intronisé roi servant. Si nos écuries n'avaient pas été si désertes, Burich et Pogne n'auraient plus su où donner de la tête. Le fait est que ceux de l'intérieur semblaient partout. Grands hommes de Bauge aux cheveux filasses, et fermiers et éleveurs trapus de labour qui contrastaient vivement avec les soldats moroses de Castelcerre à la coupe de deuil.
Les heurts ne manquèrent pas, et la grogne des habitants de Bourg-de-Quatrecer prit la forme de plaisanteries, qui comparaient l'invasion de l'intérieur aux attaques des Autriliens. Mais sous l'humour perçait toujours l'amertume. Car la contrepartie de cet afflux de gens et de commerce à Bourg-de-Quatrecer, c'était le fleuve de biens qui quittait Quatrecer. Les pièces du château étaient mises à sac sans vergogne. Tapisseries et tapis, meubles, ustensiles, provisions de toute espèce étaient emportés, chargés sur des péniches et convoyés en amont jusqu'à Guy de Négoce, toujours, pour les mettre en lieu sûr ou pour le confort du roi. Maîtresse pressée était à court de ressources pour héberger tant d'hôtes, alors que la moitié des meubles s'en allait à bord des péniches. Certains jours, on avait l'impression que Royal cherchait à ce que tout ce qu'il ne pouvait emporter fût dévoré sur place avant son départ. En même temps, il dépensait sans compter, pour que son intronisation bénéficie de la plus grande pompe possible. Franchement, je ne voyais pas pourquoi il se donnait tant de mal. Il était évident, du moins pour moi, qu'il comptait abandonner 4 des 6 duchés à leurs propres moyens. Mais, me l'avait dit un jour le fou, il était inutile d'essayer de mesurer le blé de Royal avec mon boisseau. Nous n'avions pas d'aune commune. Peut-être qu'exiger la présence des ducs et des nobles de Béarn, de Ripon et d'Orfond lorsqu'ils coifferaient la couronne de vérité était une vengeance subtile que je ne comprenais pas. En tout cas, ils ne se souciaient guère des difficultés qu'il leur imposait en les obligeant à venir à Castelcer alors que leur côte était en état de siège. Je ne m'étonnais pas qu'ils traînent les pieds, et lorsqu'ils arrivèrent, ils restèrent choqués devant le pillage auquel était soumis Castelcer. Le projet de Royal de changer de résidence en même temps que le roi et Kitriken n'était parvenu au duché côtier que sous forme de rumeurs. Mais longtemps avant cela, alors que la confusion la plus totale régnait au château, le reste de ma vie commença de tomber en pièces. Sereine et Justin se mirent à me hanter. J'avais conscience de leur présence, souvent physiquement, mais aussi lors de leurs attouchements d'art aux limites de mon esprit. On aurait dit des oiseaux qui venaient picorer mes pensées égarées, prêts à se jeter sur la première rêverie qui pouvait me venir ou sur n'importe quel instant de mon existence où j'aurais oublié de me protéger. C'était très désagréable. Mais je ne voyais plus en leurs entreprises qu'une diversion mise en place pour m'empêcher de remarquer le siège plus subtil de Guillot. Aussi renforçai-je mes défenses mentales, en sachant bien que j'interdisais sans doute par là même l'accès de ma conscience à vérité. Je craignais d'ailleurs que ce fût leur but. Mais je n'osais m'ouvrir de cette inquiétude à personne. Je surveillais sans cesse mes arrières, à l'aide des sens qu'œil de nuit et moi-même possédions. Je pris l'engagement de faire preuve de la plus grande prudence et décidai de découvrir à quoi œuvraient les autres membres du clan. Ronce était à Gué de Négoce, prétendument occupé à préparer l'accueil du roi. J'ignorais où se trouvait Carode, et je ne connaissais personne auprès de qui m'en informait discrètement. Tout ce que je pus apprendre avec certitude fut qu'il n'était plus à bord du Constance. Aussi me rongeai-je les sangs à me sentir devenir fou de ne plus être capable de détecter la filature de Guillot. Savait-il que j'avais perçu sa présence? Ou bien était-il doué au point de m'empêcher de sentir son approche? Je commençais à me comporter comme si chacun de mes actes était l'objet d'une étroite surveillance. Les écuries ne virent pas disparaître que les chevaux et les animaux de reproduction. Ulrich m'annonça un matin que Pogne était parti sans avoir le temps de dire adieu à quiconque. Ce qui restait du cheptel de qualité a été emmené hier. Le meilleur n'est plus là depuis belle lurette, mais c'étaient de bons chevaux, et ils se sont allés par voie de terre à Guédenégoce. Pogne a reçu l'ordre de les suivre, tout simplement. Il est venu me trouver en prétestant, mais je lui ai dit d'obéir. Au moins, ces chevaux seront entre de bonnes mains dans leur nouveau pays. Et, de toute manière, plus rien ne le retient ici. Il n'y a plus d'écurie à diriger. Je l'accompagnai en silence, dans ce qui était autrefois sa tournée du matin. La fauconnerie n'abritait plus que des oiseaux vieux ou blessés. La clameur des chiens s'était réduite à quelques abois et glapissements. Les chevaux restants étaient les mal portants, les presque prometteurs, les sur le déclin, les estropiés qu'on avait gardés à but de reproduction. Quand j'arrivai au box vide de suie, mon cœur cessa de battre. Incapable de dire un mot, je m'accoudai à sa mangeoire, le visage dans les mains. Ulrich posa la sienne sur mon épaule et, quand je le regardai, il me fit un étrange sourire et secoua ses cheveux coupés courts. Ces hommes sont venus la chercher hier, en même temps que Rousseau. Je leur ai dit que c'était des crétins,
qu'ils les avaient emmenés la semaine dernière. Et c'était vraiment des crétins, parce qu'ils m'ont cru. Mais ils t'ont quand même pris ta selle. Où est-elle demandai-je péniblement. Il vaut mieux que tu n'en saches rien, répondit Burrich d'un ton sinistre. Suffit qu'un seul d'entre nous se fasse pendre pour vol de chevaux. Et il ne voulut pas m'en dire davantage. En guise d'intermède de calme, j'aurais pu espérer mieux qu'une visite en fin d'après-midi chez Patience et Brodette. Je frappai et la porte s'ouvrit après une attente inhabituelle. Il régnait dans le salon un capharnaüm, pire que jamais, au milieu duquel Brodette s'efforçait de mettre de l'ordre d'un air découragé. Le sol était beaucoup plus encombré d'affaires de toutes sortes que d'ordinaire. Un nouveau projet en préparation demandai-je dans l'espoir de détendre l'atmosphère. Brodette me regarda d'un œil nul lugubre. On est venu ce matin emporter la table de madame, et aussi mon lit, sous prétexte qu'on en avait besoin pour les hôtes du château. Enfin, je ne devrais pas m'en étonner, avec tout ce qui est déjà parti par le fleuve. Mais je serais très surprise de revoir ces meubles un jour. Peut-être vous attendront-ils à guet de négoce, fis-je bêtement. Je n'avais pas mesuré l'étendue des libertés que prenait Royal. Il y eut un long silence, puis Brodette répondit enfin. Alors, ils attendront longtemps, fit Chevalerie, parce que nous ne faisons pas partie de ceux qui s'en vont à guet de négoce. Non, nous sommes partis parmi les rares qui restent ici, au milieu des meubles dépareillés. C'était Patience qui venait d'entrer. Elle avait les yeux rouges et les joues pâles, et je compris alors qu'elle s'était retirée à mon arrivée pour se donner le temps de sécher ses larmes. Vous comptez retourner à Flétrybois demandai-je tout en réfléchissant à toute allure. J'avais supposé que Royal déménageait le château tout entier, occupant compris, mais je me demandais à présent qui d'autre allait y être abandonné. Je me plaçais en tête de liste, ajoutai Burrich et Imbre. Le fou. Peut-être était-ce pour cela qu'il semblait obéir dernièrement à Royal au doigt et à l'œil, afin d'avoir la permission de suivre le roi à guet de négoce. Étrange, tout de même, qu'il ne me soit pas venu à l'esprit que le roi et Kétriken allaient être mis hors de portée, non seulement d'Imbre, mais aussi de moi. Royal avait renouvelé les ordres qui me confinaient à Castelcerre, et je n'avais pas voulu demander à la reine de les annuler. J'avais promis à Imbre de ne pas faire de vagues. Je ne puis retourner à Flétrybois. C'est Auguste, le neveu du roi, celui qui était le chef du clan de Galène avant son accident, qui est le maître. Il ne me porte aucune affection, et je n'ai aucun titre à exiger de m'y installer. Non. Nous allons rester ici, et nous débrouiller du mieux possible. Maladroitement, j'essayais de les réconforter. Moi, j'ai encore un lit. Je vais demander à Burrich de m'aider à l'apporter pour Brodette. L'intéressé secoua la tête. Je me suis fabriqué une paillasse, ça me suffira. Gardez votre lit. Peut-être n'ose-t-on pas vous en priver. Si vous me le donnez, demain, il aura sûrement disparu. Le roi subtil est donc indifférent à ce qui se passe me demanda Patience d'un ton attristé. Je l'ignore. Nul n'a plus la permission d'entrer chez lui. Royal le dit trop mal pour voir quiconque. Je pensais que j'étais peut-être la seule qu'il ne voulait pas recevoir. Enfin, le pauvre homme, perdre 2 fils, puis voir son royaume dans cet état. Dis-moi, comment va la reine Kétriken? Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Assez bien. La dernière fois que je l'ai rencontrée, elle pleure son époux, naturellement. Mais elle s'est donc tirée sans mal de sa chute? J'ai craint qu'elle ne fasse une fausse couche. Patience se détourna de moi pour contempler un mur dépouillé d'une tapisserie familière. J'étais trop lâche pour aller me rendre compte moi-même de son état. Si tu veux savoir la vérité, je connais trop bien la douleur que cause la perte d'un enfant avant qu'on ait pu le tenir dans ses bras. Sa chute? Répétai-je stupidement. Tu n'es pas au courant? Dans ces épouvantables marches, en redescendant du jardin de la reine, on lui avait dit que certaines statues avaient été enlevées. Elle est montée voir desquelles s'il s'agissait, et elle est tombée au retour. Oh, pas de très haut, mais lourdement sur le dos, dans cet escalier en pierre. Après cela, j'eus le plus grand mal à me concentrer sur la suite de la conversation de Patience, qui portait de toute façon sur le pillage des bibliothèques, sujet auquel je préférais ne pas penser. Dès que la courtoisie me le permit, je pris congé sur la promesse creuse de lui rapporter aussitôt des nouvelles de la reine.
On m'interdit l'accès de ces appartements. Plusieurs dames me dirent, en parlant en même temps, de ne pas m'inquiéter, qu'elle allait bien, mais qu'elle avait besoin de repos. Oh, mais c'était terrible. J'endurais leur caquetage assez longtemps pour m'assurer qu'elle n'avait pas perdu son enfant. Après quoi je m'enfuis. Mais au lieu de retourner tout de suite chez Patience, je gravis lentement les marches qui menaient au jardin de la reine. J'avais emporté une lampe et j'avançais avec précaution. Au sommet de la tour, ce que j'avais redouté s'offrit à mes yeux. Les statues, les plus petites et les plus précieuses, avaient disparu. Seul leur poids avait sauvé les plus grandes. C'était évident. Les pièces manquantes déséquilibraient la délicate création de Kétriken et ajoutaient à la désolation du jardin en hiver. Je refermai la porte derrière moi et m'engageai à nouveau dans l'escalier, en descendant le plus lentement possible, avec la plus grande prudence. Au neuvième pas, je trouvai ce que je cherchais. Et je faillis bien le trouver à la façon de Kétriken. Mais je me rattrapai et m'accroupis pour examiner la marche. On avait mélangé de la graisse à du noir de fumée pour l'empêcher de briller et la fendre à la couleur de la pierre. Et on l'avait déposée à l'endroit exact où le pied devait le plus naturellement se poser, surtout si l'on descendait rapidement emporté par la colère. Et assez près du haut de la tour pour qu'on puisse incriminer de la neige fondue, de la boue restée collée à une chaussure. Je frottai mon index sur la graisse, puis le portai à mon nez. De la belle graisse de porc, fit le fou. Je me relevai d'un bond et faillis dégringoler dans les escaliers. Je ne dus retrouver mon équilibre qu'à de grands moulinets des bras. Très joli. Tu crois que tu pourrais m'apprendre à faire la même chose? Ce n'est pas drôle, fou. On me suit ces derniers temps, et j'ai les nerfs à vif. Je scrutais les marches plongées dans l'obscurité. Si le fou avait pu venir jusqu'à moi sans que je l'entende, Guillaume ne pouvait-il en faire autant? Comment va le roi? Murmurai-je. Si Kétriken avait été victime d'un attentat, Subtil n'était plus en sécurité. À toi de me le dire? Le fou sortit de l'ombre. Ses beaux habits avaient disparu, remplacés par une vieille livrée bleue et rouge, en harmonie avec les nouvelles échymoses qui lui marquaient un côté du visage. La chair s'était fendue sur sa joue droite, et j'avais l'impression qu'il avait une épaule démise. Encore? Exclamai-je. C'est exactement ce que je leur ai dit, mais ça n'a pas eu l'air de les intéresser. Il y a des gens qui n'ont pas de talent pour la conversation. Que s'est-il passé? Tu croyais que Royal et toi... Eh bien, vois-tu, même un fou ne peut pas paraître assez stupide pour plaire à Royal. J'ai voulu absolument rester auprès du roi, aujourd'hui, alors qu'on l'interrogeait sans relâche sur ce qui s'était passé le soir de la fête. J'ai dû faire preuve d'un peu trop d'esprit en suggérant d'autres façons de s'amuser, et on m'a jeté dehors. Mon cœur se serra. Je pensais bien reconnaître les gardes qui l'avaient escorté jusqu'à la porte. Burich m'en avait toujours prévenu. Nul ne savait jusqu'où Royal pouvait pousser l'audace. Que leur a dit le roi? Ah! Tu ne me demandes pas si le roi allait bien ou s'il se remettait? Non! Seulement ce que le roi leur a dit. Craindrais-tu pour ta précieuse petite peau, princelet? Non. J'étais incapable de lui en vouloir de sa question, pas même de la façon dont il l'avait formulée. C'était mérité. Je n'avais guère accordé d'attention à notre amitié ces temps derniers. Pourtant, quand il avait eu besoin d'aide, c'est vers moi qu'il s'était tourné. Non. Mais tant que le roi ne révèle pas que vérité vivant, Royal n'a aucun motif de... Mon roi s'est montré avare de paroles. Tout avait commencé par une aimable conversation entre père et fils. Royal lui disait qu'il devait se réjouir de sa prochaine accession au titre de roi servant. Mais le roi subtil ne répondait que vaguement, comme souvent en ce moment. Cette réaction a dû irriter Royal, qui s'est mis à l'accuser de n'être pas content, voire de s'opposer à lui. Et pour finir, il a soutenu qu'il existait un complot, une conspiration pour l'empêcher de monter sur le trône. Nul n'est aussi dangereux que l'homme qui n'arrive pas à savoir ce qu'il craint. Royal est cet homme. Même Murfès en a pris pour son grade. Il avait apporté au roi une de ces mixtures destinées à engourdir l'esprit autant que la douleur. Mais, alors qu'il s'approchait du lit, Royal la lui a fait sauter des mains. Puis il a pris le pauvre Murfès à partie en prétendant qu'il était de mèche avec les conspirateurs, et qu'il voulait droguer notre roi pour l'empêcher d'avouer ce qu'il savait. Finalement, il lui a ordonné de s'en aller, en disant que le roi n'aurait pas besoin de lui tant qu'il n'aurait pas jugé bon de parler clairement à son fils. C'est à ce moment-là qu'il a voulu me faire sortir aussi.
et la mauvaise volonté que j'ai mise à obéir a été balayée par 2 ou 3 de ces énormes laboureurs de l'intérieur. Une terreur sournoise m'envahit tandis que je me rappelais l'instant où j'avais partagé la souffrance du roi. Royal allait attendre sans remords que cette souffrance passe outre à l'effet des drogues pour terrasser son père. Je n'imaginais aucun homme capable d'un tel acte. Tant, je savais que Royal n'hésiterait pas. Quand tout cela s'est-il passé? Il y a 1 heure. Ce n'est pas facile à trouver. Je me penchai vers le fou. Descends aux écuries, voir Buriche, il s'occupera de toi. Le guérisseur refuserait de le toucher, comme beaucoup d'occupants du château. Il craignait son étrange apparence. Que vas-tu faire? Demanda le fou à mi-voix. Je n'en sais rien, répondis-je en toute franchise. C'était précisément le genre de situation dont j'avais parlé à Imbre, et dont je savais que les conséquences seraient graves, quoi que je fasse. Il fallait distraire Royal de ce qu'il avait entrepris. Imbre, j'en étais sûr, était au courant de ce qui se passait, s'il était possible de se débarrasser un moment de Royal et de sa bande. Je ne voyais qu'une seule nouvelle assez importante aux yeux de Royal pour l'obliger à quitter le chevet de Subtil. Ça ira? Le fou s'était laissé glisser le long du mur pour s'asseoir sur les marches glacées. Il appuyait la tête contre la paroi. Je crois. Va. Je commençai à descendre. Attends! Fit-il soudain. Je m'arrêtai. Quand tu amèneras mon roi, je l'accompagnais. Je l'accompagnerai. Je le dévisageai. Je ne plaisante pas. J'ai porté le collier de Royal en échange de cette promesse de sa part. Elle ne veut plus rien dire pour lui maintenant. Je ne peux rien te promettre, murmurai-je. Moi si. Je te promets que si mon roi s'en va et que je ne pars pas avec lui, je révélerai tous tes secrets. Tous, sans exception. Sa voix tremblait. Il rappuya la tête contre le mur. Je me détournai en hâte. Les larmes qui ruisselaient sur son visage étaient teintées de rose par ses entailles. Incapable de supporter cette vision, je m'enfuis dans l'escalier.